C'était hier 7 septembre, jour de la fête nationale au Brésil, fête dont Jair Bolsonaro a voulu faire cette année une démonstration de force. À plus d'un an de la présidentielle, prévue en octobre 2022, le président contesté avait appelé ses soutiens à manifester. À Brasilia, mais surtout à Sao Paulo, ceux-ci sont descendus dans la rue par dizaines de milliers. Le président qui s'est rendu dans les deux villes a multiplié devant ses partisans les attaques contre les institutions, la Cour suprême en particulier, et le système électoral. Je veux dire à ceux qui veulent me rendre inéligible, seul Dieu m'enlèvera du pouvoir, a-t-il lancé, ajoutant qu'il ne pouvait pas participer à une farce, comme il qualifie le processus électoral. Bonjour Christophe Ventura. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut des relations internationales et stratégiques, spécialiste de l'Amérique latine, auteur de l'Amérique latine au défi de sa reconstruction dans l'ouvrage L'année stratégique 2022 sous la direction de Pascal Boniface aux éditions Armand Collin. Alors d'abord, pour comprendre, il faut revenir sur ces attaques visant la Cour suprême. Si Bolsonaro a des mots aussi durs, c'est que cette Cour suprême a ouvert plusieurs enquêtes qui peuvent menacer le président brésilien. Quelles sont ces enquêtes? Sur quoi portent-elles? Et qu'est-ce qui lui est reproché? Alors ces enquêtes en fait partent au départ du tribunal électoral qui a sollicité en fait le tribunal suprême, donc la Cour suprême en quelque sorte, pour lancer des procédures contre le président Jair Bolsonaro au sujet de la divulgation de fausses nouvelles suite aux déclarations qu'a fait Jair Bolsonaro publiquement et sur les réseaux sociaux relatives au fait que selon lui le système de vote électronique brésilien ne serait ni légitime ni fiable, et donc c'est là où il a demandé, alors ça paraît comme quelque chose d'assez technique au départ, une procédure qui permette un recomptage manuel des votes. Et c'est ça le point de départ, parce que la requête, non seulement elle est pour fausse information, divulgation de fausses informations, mais elle a aussi un volet financier. C'est-à-dire que l'enquête comprend le fait de savoir comment Jair Bolsonaro et comment ont été financées finalement l'organisation des mobilisations d'hier, qui n'ont pas été appelées le 6 septembre, mais depuis des semaines et des semaines, et comment tout ça a été financé. Qui ne sont pas forcément très spontanés, quoi. Voilà, donc l'idée de la Cour suprême maintenant et du juge Alexandre de Moraes, qui est maintenant la cible de Bolsonaro, c'est aussi d'enquêter sur ce volet financier des mobilisations. Et ce juge est important parce que l'année prochaine, l'élection présidentielle, vous l'avez dit, en octobre 2022, eh bien ce juge de la Cour suprême deviendra, comme le prévoit la Constitution, le président du tribunal électoral, qui donc siégera ou qui aura le mandat pendant la présidentielle. Donc on comprend un petit peu mieux le contexte immédiat de ces mobilisations et du discours du président Bolsonaro. Oui, voilà, le discours dans lequel il dit donc seul Dieu peut m'enlever du pouvoir. Il dit aussi à ceux qui veulent m'emprisonner, à ceux qui veulent m'empêcher. Y a-t-il effectivement une possibilité que Bolsonaro soit déclaré inéligible ? Alors en tout cas hier il a enfoncé un clou dans ce sens-là, puisque ses propos qui ont évidemment percuté, il les a tenus à dessein, disant qu'il n'accepterait pas de la décision quelle qu'elle soit du juge Alexandre de Moraes, et donc derrière lui de l'institution qu'il représente, la Cour suprême, qu'il ne les appliquerait pas. Eh bien pour beaucoup de juristes au Brésil, et on peut penser au-delà, eh bien c'est un motif d'un nouveau processus d'impeachment, comme on dit en anglais, de destitution, que prévoit la Constitution brésilienne en cas de crime de responsabilité. Donc la question maintenant, c'est est-ce que la Cour suprême et ses 11 juges vont considérer que les propos d'hier sont une atteinte à la dépendance d'un des pouvoirs de l'État, la Cour suprême, et à l'harmonie finalement entre ces institutions de l'État? Est-ce qu'ils vont considérer ça et considérer qu'il y a matière à de nouveau lancer une tentative de procédure de destitution du président, qui ne pourrait intervenir qu'à partir d'une décision du Congrès, puis de la Chambre des députés, et enfin du Sénat qui aura le dernier mot? On n'en est pas là, pour deux raisons. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, Bolsonaro a une alliance solide au sein du Congrès qui lui garantit certainement que pour l'instant ça ne passerait pas. Et en plus, le président de la Chambre des députés est un allié proche, M. Lira, de Bolsonaro. Donc il a quand même quelques verrous et quelques atouts dans son jeu aussi, pour même empêcher, si jamais cette procédure partait, de pouvoir réellement aboutir. En tout cas, ça va être un des prochains volets judiciaire, juridique de cette crise politique de polarisation entre Bolsonaro et ses adversaires qui deviennent de plus en plus nombreux. Alors justement, l'État a plus d'un an du scrutin. Bon, le contexte au Brésil, c'est aussi la crise sanitaire extrêmement mal gérée par Jair Bolsonaro. Clairement, il est en mauvaise posture face à Lula qui pourrait revenir au pouvoir. Ce qui s'est passé hier, c'est une réaction de panique finalement. Est-ce que c'est la preuve même de son affaiblissement
affaiblissement? Alors, c'est à la fois effectivement une réaction par rapport à un affaiblissement, une érosion de sa popularité qui est très nette. Jamais il a été aussi bas dans les sondages. Toutefois, j'ai envie de dire, à l'instar par exemple de Donald Trump, il conserve un socle qui lui est indéfectiblement fidèles. Et c'est eux qu'on a vus hier dans la rue, dans leur frange la plus militante. Ils sont fidèles, ils sont là. Et Bolsonaro gouverne d'abord pour eux. Ses adversaires, il sait qu'il ne pourra jamais les récupérer. Donc il veut les mobiliser, il veut les électriser, les préparer pour cette campagne qui va démarrer, qui va être très rude, entre lui, probablement Lula, effectivement, peut-être d'autres candidats de la droite traditionnelle brésilienne, avec contre lui le Congrès, le tribunal électoral, etc. Donc c'était ça l'objectif, et de ce point de vue-là, c'est pas un échec, ce qui s'est passé hier. Ça bouleverse pas le paysage. Alors certains avaient parlé de coup d'État, etc. Bon, on a vu il y avait des craintes d'envahissement du voilà, Congrès. alors, il y a eu des petites choses, mais bon, c'est à la surface, c'est de l'écume. Fondamentalement, il n'y a pas eu de renversement des pouvoirs brésiliens, même si ce n'est pas un échec quand même, parce que vous l'avez dit, beaucoup de monde dans les rues pour lui. Il a mobilisé ses troupes, c'est ce qu'il voulait. Il l'a fait, il a montré qu'il avait quelques armes, même comme animal blessé, il peut encore mordre fort, Bolsonaro. Et ce qui va être déterminant, à mon avis, dans l'année qui vient, c'est est-ce qu'il va survivre aux effets sociaux de la crise sanitaire et économique qui est très forte au Brésil. Il y a eu plus 8% de pauvreté en un an, c'est des dizaines de millions de personnes qui sont précaires, qui ont faim. Vraiment, il y a 20 millions de personnes qui ont faim au Brésil, beaucoup de chômeurs, etc. Qu'est-ce qu'il va faire face à ça? Il a décidé d'ouvrir les robinets, d'essayer de financer les programmes sociaux, etc., etc. Tout va se jouer là. Et hier, il y avait aussi des manifestations anti-Bolsonaro. Alors, ils ont moins fait parler d'eux parce que c'était moins spectaculaire. L'élection présidentielle, Christophe Ventura, on l'a dit, est dans plus d'un an. C'est loin. Le Brésil peut-il encore tenir aussi longtemps dans cet état de tension et de polarisation que vous décriviez? Alors, ces manifestations des opposants, elles ont eu lieu. Il faut admettre aussi qu'elles n'ont pas été vraiment massives non plus. Oui. Donc, ça montre que, si vous voulez, au Brésil, il y a des camps très polarisés, très militants, qui s'affrontent tous les jours. Mais il y a aussi une sorte de ventre mou de la population brésilienne dont on ne sait pas bien comment elle va se comporter dans les mois qui viennent, qui, pour l'instant, observe, qui s'est en partie défaite de Bolsonaro pour qu'elle avait voté en 2018. Et est-ce qu'elle va retourner vers lui? Est-ce qu'elle va retourner vers la droite ou vers la gauche? Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on voit, sauf si c'est Lula qui se présentait, parce que dans ce cas-là, il gagnerait. Il a une équation personnelle qui dépasse la logique et dynamique des partis au Brésil. Donc tout ça est très incertain. En réalité, on n'en sait rien. Est-ce que le Brésil va tenir jusqu'à 2022? Il y a plutôt à le souhaiter, parce que si jamais Bolsonaro, par ailleurs, tombait par destitution, etc., ce serait son vice-président qui terminerait le mandat, qui s'appelle Hamilton Mourão, et qui est un général de l'armée. Donc ce seraient les militaires, qui sont déjà largement au pouvoir au Brésil, qui terminerait un mandat dans ce pays qui aurait une démocratie déchirée. Donc le pays, de toute façon, vit une crise démocratique. Au-delà du cas Bolsonaro, quelque chose de très profond qui s'est cassé. Il y a 4 ans à peine, c'était la destitution de la présidente Dilma Rousseff, en même temps là, dont on parle. Et le Brésil ne se remet pas de ça aujourd'hui. Merci beaucoup Christophe Ventura, directeur de recherche à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, auteur de l'Amérique latine au défi de sa reconstruction dans l'ouvrage L'année stratégique 2022, sous la direction de Pascal Boniface aux éditions Armand Collin. Merci à vous. Merci.